Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Exactement 15 ans, jour pour jour, depuis que Mzee Laurent Désiré Kabila a quitté cette terre de hommes. Mzee est mort, mais Mzee n'est pas mort. Quel héritage gardons-nous de sa philosophie politique? Qu'en est-il de son projet de société, le Comité du pouvoir populaire, CPP en sigle? Était-ce un parti politique, un syndicat, une ONG ou tout simplement un mode de gestion? Y a-t-il convergence ou divergence entre le CPP, que nous considérons comme étant la démocratie gouvernante, et la démocratie occidentale appliquée ce jour dans notre pays? Peut-il être appliqué aujourd'hui sans pour autant créer de l'ombrage aux partis politiques? Voilà autant de questions que nous nous posons ou que nous allons nous poser justement au cours de cette émission. Et grâce à l'expertise de nos invités, nous espérons avoir des réponses appropriées à toutes ces interrogations. Nous avons au milieu Sa Majesté Longanjo Okita Kekumba Edouard Dominique, professeur émérite, sociologue et anthropologue. Ancien secrétaire général adjoint des comités de pouvoir populaire, bien sûr, chargé de l'organisation politique et de l'idéologie. Il est également chef d'une entité coutumière, Wete. Nous sommes là à Loubefou, dans le Sankourou. Notre deuxième invité, Jano Wingenga. Il est professeur d'université, anthropologue, ancien secrétaire général adjoint des comités de pouvoir populaire, mais lui, il s'occupait justement de la communication populaire et rapporteur au niveau du directoire des CPP. Je manquais de dire que même le professeur Longanjo était membre du directoire des comités de pouvoir populaire. Le troisième intervenant, c'est M. Kai Kumwimba Luba, ancien secrétaire provincial des comités de pouvoir populaire au niveau de la ville de Kinshasa. Il était également membre du directoire des comités de pouvoir populaire. Je vous dis bonsoir. Voilà. Je ne vais pas animer cette émission moi-même. Je suis là avec ma consoeur. C'est Persévérance Ndege Buhoro. Il est journaliste à la RTNC comme moi-même. Bonsoir Persévérance. Bonsoir Max. Voilà. Chers invités, nous allons justement commencer notre émission. Première question de l'héritage de la philosophie politique de Mzee Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce qui reste de cet héritage? L'héritage de la philosophie politique de Mzee Laurent Désiré Kabila. Et une sous-question, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent dire qu'ils sont héritiers de Mzee Laurent Désiré Kabila? Merci César, merci madame, pour avoir accepté cette invitation à venir nous entretenir avec vous. Mais avant de répondre à vos préoccupations, daignez accepter que je salue tous ceux qui, depuis lustres, ont cru à l'œuvre de Mzee Laurent Désiré Kabila. Bonne année. Bonne année, professeur. Deuxièmement, il y a cette invitation à participer à cet entretien. La présidente de la Fondation avait cru bon nous associer à la commémoration du 15e anniversaire du décès de Mzee. Nous lui disons merci de cette invitation. Afin de revenir à proprement parler à votre préoccupation, Voilà. de l'héritage de la philosophie politique de Laurent Désiré Kabila Mzee. Question à la fois difficile et simple. Difficile parce que parler d'héritage, il y a plusieurs conceptions du monde en cette matière-là. Très bien. Pour nous, l'héritage à recueillir
des musées, c'est son projet qui s'intitule « Que le peuple gouverne ». Oui. Les CPP, dont nous aurons l'occasion de disséquer les bons contours, c'était autour de « Que le peuple gouverne ». Et qu'est-ce que le peuple? Nous allons en découdre. Mais maintenant, concernant les héritiers, qui peut se dire héritier de cette philosophie politique? Voilà. Qui est héritier? Qui est héritier? Pour moi, tout Congolais peut être héritier. Tout Africain également. Parce que pour Musée, à l'externe, si nous parcourons son intervention à Durban, quand il parlait dans une rencontre de non-alignés, il a eu insisté sur sa vision d'une Afrique unie par le peuple, au-delà d'une Afrique unie au niveau des États. Mais à l'interne, avec les CPP, matière compliquée, mais aussi toujours facile. Parce que les héritiers internes, comment les dénicher, comment les identifier? Nous ne constituons pas le baromètre ou la mesure d'identification. Mais cependant, de par nos actions, de par notre vision de la chose, parce qu'une théorie sans action est aveugle, dira-t-il Louis Musée. Mais une pratique sans théorie est aussi obscure. Alors c'est pourquoi, pour les héritiers, la première proposition serait que les héritiers, nous sommes nombreux. Et au cours de cette cérémonie, j'aurais cru que nous soyons en train de préparer une Pentecôte des Kabila pour que le pouvoir revienne réellement au peuple et que le peuple le gère comme il se doit. Voilà, je pense que vous avez terminé. Peut-être que le professeur Wingenga a quelque chose à compléter. L'important dans cet héritage, c'est des personnes qui sont censées avoir intériorisé les idées de Musée, la philosophie politique de Musée, et qui s'efforcent à les mettre en pratique. Parce que on ne peut pas se dire héritier de Musée tout simplement parce que bon, on a connu Musée, on a connu Musée, on a été à côté de Musée, mais est-ce que réellement vous mettez en pratique? On essaie de vivre ou de pratiquer les idées de Musée dans la vie réelle, dans nos problèmes réels de société? En fait, vous venez là d'ajouter une dimension assez importante. C'est ce que vous pensez aussi, Monsieur Kaiko Mouba? Merci beaucoup pour la question, Max. Moi, je voudrais ajouter à ce que les deux professeurs ont dit. Bien que le concept héritage pose un peu problème, ici, il ne s'agit pas des enfants biologiques des musées qui doivent se disputer l'héritage. Nous parlons de la philosophie politique. Sa philosophie, donc, c'est un état d'esprit de tout Congolais. Un état d'esprit. Un état d'esprit de tout Congolais qui met en pratique toute une culture, en fait, la pensée des musées. Oui. Celui qui a intériorisé, comme le professeur Wingenga l'a dit, intériorisé la philosophie des musées sur la situation politique, la situation économique, la situation sociale, et qu'il garde cela dans son cœur comme une Bible. Voilà l'héritier des musées. C'est celui-là. Bien. Alors, puisque nous parlons de la philosophie politique de musée, nous nous mettons d'accord que le socle, c'est-à-dire le projet de société, c'est en fait le comité de pouvoir populaire. N'est-ce pas? Alors, parlons maintenant de la nature, du fonctionnement, de l'organisation des comités de pouvoir populaire. Je ne sais pas, Persévérance, si vous avez une question. D'abord, à connaître d'abord les CPP. Oui. Partons déjà à connaître la nature, l'organisation et le fonctionnement pour pouvoir nous lancer dans d'autres questions. Ben. La nature, l'organisation et le fonctionnement des CPP, comment c'était? Vous qui étiez à la tête. Merci madame pour votre question.
Je pense que pour connaître la nature des CPP, pour connaître l'organisation et le fonctionnement des CPP, il faut d'abord connaître quelle était la philosophie la philosophie politique du musée de Laurent Désiré Kabila. Oui. En fait, sa philosophie était avant tout une manière de libérer le peuple de l'oppression, une manière d'appeler le peuple à se prendre en charge, une manière de dire au peuple que vous devez vous assumer en tant que peuple. Ça, c'est au niveau philosophique. Mais comment concrètement réaliser cette idée de musée? Les CPP sont une concrétisation, une matérialisation des idées libératrices du peuple congolais qui devrait se prendre en charge. Se prendre en charge politiquement, se prendre en charge économiquement, se prendre en charge culturellement, donc dans tous les domaines. En fait, la révolution culturelle était l'idée maîtresse de la philosophie politique de Mzee. Donc, c'est ça d'abord. Alors, les CPP, sa nature, c'est cela, c'est amener le peuple à s'organiser politiquement, là où il est. Vous savez, Max, aujourd'hui, les événements qui se passent autour de nous, ce que nous voyons à travers la télévision, aujourd'hui, il y a des problèmes. On ne peut pas les énumérer, mais en tout cas, il suffit de jeter un coup d'œil à la presse, tant écrite qu'audiovisuelle, vous allez remarquer comment le peuple s'est plaint. Il y a des éboulements ici, il y a des inondations par là, il y a tel problème ici, et le peuple oublie qu'il a le pouvoir de s'assumer, de trouver des solutions pour les problèmes qui les concernent. Il crie en direction des dirigeants. C'est ça. Maman Olive, talela biso likamboy. Papa Kabila, talela biso likamboy. Non, ça ne devrait pas se faire comme ça. Et Mzee a dit, le peuple devrait se prendre en charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple doit se prendre collectivement en charge pour résoudre les problèmes qui se posent à lui. Mais nous voyons aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Chacun se prend individuellement en charge. Mais Mzee voulait que la population se libère, se développe collectivement. On ne se développe pas ou isolement, on se développe ensemble. On définit ces problèmes ensemble et on trouve des solutions ensemble pour ces problèmes-là. Et c'est ce que Mzee voulait, de manière tout à fait simple qui est compréhensible à tout le monde. Merci. Oui, c'est vrai. Nature, fonctionnement, organisation de CPP. Ce n'était pas une simple organisation. Le CPP devait caractériser le nouveau type d'État a généré au Congo depuis l'éviction des anciennes formes d'État. Nous savons que d'après les principes juridiques et même dans une conception politique des États, on a dit par exemple que l'État sous Mobutu était une succession, un héritage de la Première République qui était héritage de l'État colonial et enfin de Léopold II, l'État indépendant du Congo. Avec Mzee, tout devrait être revisité. Dans son discours inaugural, lors de la donc il fallait faire table rase. Table rase. Parce qu'il faut un nouveau type d'État pour que le peuple soit réellement libéré. Oui. C'est ainsi que le CPP était ce nouveau type d'État. De la rue, du village, de chefferie, le CPP devrait avoir tous les moyens que tout État au monde peut disposer. Voilà la conception
des musées en cette matière. Mais alors, par rapport à ce que les gens disent, que le CPP était un parti politique, qu'est-ce que vous dites? La réponse est négative, dans ce sens qu'à l'époque, Oui. il y avait déjà un décret organisant les partis politiques. Mais le CPP ne fut pas constitué au regard à ce décret. Le CPP était constitué au regard à un décret-loi, ce qui le mettait en meilleure position d'opérer sur le plan national. Mais le CPP n'était pas une institution opposable aux institutions constitutionnelles, non. Mais c'était en miniature un nouveau type d'État qui devrait être promu pour remplacer les anciennes institutions républicaines qui existaient. Dans ce sens-là, vous aurez vite compris que le CPP ne pouvait pas être autrement que de travailler de manière à faire accepter l'idée que il était politique, certes, mais étatique, sans devoir se confondre à des partis politiques qui étaient des organisations privées. Et nous savons que tous les partis politiques sont des associations ou des regroupements privés qui visent la conquête du pouvoir et pour les gérer aussi éternellement. Mais pour le cas d'espèce, le CPP avait déjà le pouvoir. Ah oui, vous venez de dire quelque chose de très important. Vous dites que le parti politique était là pour conquérir le pouvoir. Oui. Mais alors le CPP, n'est-ce pas que le CPP était organisé aussi pour conquérir le pouvoir? Non, il était déjà un pouvoir constitué. Ah, le CPP c'était un pouvoir. Par le décret-loi dont il était question. Oui. Oui, c'est un pouvoir constitué, avec tous les attributs d'un pouvoir constitué, notamment les FAP, notamment le gouvernement, notamment les assemblées populaires, avec tout le décor que tout pouvoir au monde, tout pouvoir d'État au monde peut disposer. Mais quand on dit que le CPP était une organisation qui apprenait aux paysans, aux ouvriers, bref, au peuple, de pouvoir se prendre en charge, de défendre ses droits, n'est-ce pas un syndicat, Monsieur Kaiku Mwemba? Non, je ne crois pas que ça doit être un syndicat, mais Max, je voudrais intervenir à ce qu'ils ont dit. Oui, oui, tout à fait. Vous avez parlé de la nature de l'organisation de CPP, Oui. mais je voudrais ajouter à ce qu'ils ont dit que le CPP est un nouveau mode de gestion de la chose publique. Oui. En tant que pouvoir d'État entre les mains du peuple, les CPP devraient être organisés depuis la base au sommet, dès la rue, du village, quartier, c'est-à-dire au territoire. C'est comme ça que l'organisation des CPP était faite. Parler aussi que le CPP était un parti politique, parti unique, parce qu'on a... On avait souvent confondu le CPP. Tout cela, c'était unique, des enchères. Tout cela, mon cher, c'était des enchères montées par les gens qui ne voulaient pas de CPP, parce qu'ils en tiraient profit. Les CPP n'ont jamais été un parti politique. Jamais. Le professeur Longandio vient de démontrer le pouvoir d'État entre les mains de la population, du peuple, à la base, devrait s'assumer. Comment le peuple pouvait s'assumer s'il n'avait pas de pouvoir d'État entre leurs mains? Ça pouvait être un problème. C'est dans ce sens-là que nous disons que les CPP, en tant que pouvoir d'État, organisaient le peuple et le peuple se prenait en charge d'une manière collective, comme le collègue l'a dit. Oui. Voilà, c'est dans ce sens-là. Oui. Persévérance. Dans son discours exposé sur le CPP, Mzee a affirmé que les CPP, Comité du pouvoir populaire donc, transforment les pays entiers en un vaste chantier de reconstruction nationale. Maintenant, 15 ans après que Mzee soit parti, là, il parlait, c'était en 1999, le 17 mai, deuxième anniversaire de la libération du pays. Que serions-nous, on dit où en serions-nous avec cette démocratie gouvernante si on était resté dans le concept CPP, Dans ce système. dans le système CPP? Madame, avec les 6
Nous pouvons tout. Un lion peut devenir une fourmi avec les scies. Avec les C. Mais cependant, on laisse à l'intelligence le temps de s'épanouir. Par rapport à la forme d'organisation étatique actuelle, Oui. qui est issue d'un compromis. Si Sun City n'a pas eu lieu, Oui. peut-être n'alliez-vous pas nous poser cette Cette question. question, justement. Parce que le CPP se serait largement investi à tous les niveaux. Parce qu'il y a des CPP au niveau inférieur et des CPP au niveau national. Oui. Au niveau inférieur, c'est jusqu'au niveau de la commune des territoires. Au niveau national, c'est au niveau provincial et national. Oui. Mais qu'est-ce que nous ne constatons pas? Hier, sous CPP, il n'y avait pas de problème que nous déplorons aujourd'hui. Par exemple? Par exemple, la présence des Koulouna, Oui. la recrudescence de l'analphabétisme, Oui. le chômage, et que sais-je encore. Mais professeur, est-ce que vous voulez expliquer comment, avec le CPP, comment est-ce que le Koulouna ne pouvait pas exister avec le CPP? Comment on aurait créé l'embauche des jeunes? Voilà, comment expliquez un peu. Oui. À l'époque, tout a été mis en place. Oui. Parce qu'au niveau du gouvernement local du CPP, au niveau du village de la rue, il y avait d'abord une assemblée populaire composée de 5 membres. Mais aussi le gouvernement, avec un président, un secrétaire, un trésorier. Le reste, ce sont des ministres il y en a qui s'occupaient de l'agriculture, qui s'occupaient de la sécurité, qui s'occupaient de l'éducation des enfants, etc., etc. C'était au nombre d'une dizaine. À telle enseigne que les Koulouna, s'ils ont existé autrefois, devraient bien se retrouver dans cette nouvelle organisation territoriale, qui n'appelait pas les critères trop sélectifs que nous connaissons dans une sorte de démocratie représentative. Parce que là, pour devoir assurer la sécurité, on n'a pas besoin d'un docteur pour s'occuper de ça. Probablement, un membre de la communauté des Koulouna pouvait bien se dresser pour être élu ministre, devant bien organiser toutes les manifestations des Koulouna, etc., etc. Alors, avec le CPP, notez-y, tout était fait pour que, au niveau de la commune, tous les problèmes élémentaires que le peuple du Congo connaît aujourd'hui cesseraient. La faim, la malinstruction, l'emploi, la santé, tout devrait être réglé au niveau de la commune, au niveau des territoires, au niveau national. Se parlerait l'idéal d'un peuple, la politique. Et d'ailleurs, il était prévu que les partis politiques devraient s'organiser au niveau des provinces, au niveau national. Mais jamais ne peut-on les retrouver en deçà de cette instance-là. Voilà. Alors, quelque part, quand nous vous avions présenté, nous avions dit que vous étiez membre du directoire du comité de pouvoir populaire. Oui. Mais à une certaine époque, je me rappelle, on a comparé ou confondu les directoires au comité central, puisque c'était un organe de conception, d'orientation. Quelle différence? Comment est-ce que vous étiez en train de fonctionner au niveau du directoire, vous qui étiez au sommet par rapport à la base? Dans le décret-loi, le directoire n'était qu'un organe provisoire. Provisoire. Il devrait être installé définitivement après que toutes les opérations électorales initiées de la base jusqu'au sommet seraient terminées. Mais ce que vous voyez là, bon, ce n'était que un groupe de jeunes idéalistes
qui voulait bien accompagner Musée dans l'accomplissement de son action et des tâches bien appropriées. Mais quel type de réaction, non, j'allais dire de relation, quel type de relation nouez-vous avec la base, vous qui étiez du directoire? Orienté, explicité, parce que le CPP était une notion nouvelle. Comme a dit Wingenga, Musée avait introduit un concept de révolution culturelle. Pour Musée, ni la démocratie dite représentative ou participative n'avait droit de citer dans la nouvelle démocratie où travaillaient les gens qui hier étaient exclus de tous les rouages nationaux. Voilà. Alors, nous, avec la base, c'était quoi? Donner de bons un bon éclairage dans tout ce qu'ils devraient bien faire. C'est ce que nous étions en train de faire. Oui, vous voulez ajouter, M. Kaiko Mwemba? Oui, je voudrais ajouter à ce que le professeur a dit, les relations entre les directoires et la base. Tout d'abord, il vient de le dire, le directoire n'était qu'un organe provisoire. Sa mission, effectivement, il fallait, comme c'était une nouvelle mission... Est-ce que vous ne donniez pas des injonctions à la base sur la manière de conduire non, à la base, les différents projets présentés à la base? Non. Comment on devait le réaliser? Tout d'abord, au niveau des bases, Oui. c'est la base elle-même qui identifiait les problèmes qui se posaient à elle. Et c'est cette base-là, elle-même, trouve la solution. Et comment elle pouvait trouver la solution? C'est à ce moment-là qu'il fallait recourir aux orientations du directoire. Comment affronter les difficultés pour résoudre leurs problèmes. Le directoire pouvait maintenant orienter et pouvait donner des conseils, pouvait montrer la voie à suivre. Ce n'était pas des injonctions comme les autres le prétendaient, non. Et d'ailleurs, la meilleure démocratie, c'est avec les CPP, ce n'est pas avec cette histoire de représentation. Quelqu'un, il est au village à Tchoumbe là-bas, et puis il est représenté ici à Kinshasa, même par esprit, la façon de penser, ce n'est pas la même chose. C'est lui qui est au village là-bas, il pense autrement, lui il parle à son nom ici, et c'est la même manière. Non, c'est ainsi le directoire avait mission d'orienter effectivement, de conseiller et d'adapter les gens, parce que c'est une nouvelle notion que beaucoup de gens ne comprenaient pas. Et même jusqu'au ça a échappé à beaucoup de gens. Alors, puisque nous parlons de fonctionnement, on ne peut pas fonctionner sans financement, n'est-ce pas? Bien sûr. Comment ça s'est passé au niveau du comité du pouvoir populaire? Comment on imaginait faire de l'argent pour autofinancer les développements? Oui. Parce qu'il s'agit d'une nouvelle structure d'État. Tout devrait participer de finances publiques. Oui. Les finances publiques ne venaient à ce niveau de la base que comme un point. Il n'y avait pas de cotisation des privés à faire. Sinon, les privés auraient manipulé la conscience des gouvernements locaux. Alors tout s'arrête à ce niveau-là. Et le décret-loi dont il était question a prévu de manière explicite que les finances des CPP étaient relevées du trésor public. C'était clair. Clair. Écrit comme ça. Oui. Alors ça nous permet justement de passer à une autre étape, CPP, démocratie gouvernante, et par rapport à la démocratie occidentale. N'est-ce pas? Parce que vous vous rappellerez au niveau de notre introduction, nous avons parlé de convergence et de divergence. Est-ce que vous estimez qu'il y a plus de convergence ou de divergence entre la démocratie gouvernante et la démocratie occidentale? Par rapport à ce point, il faut dire que il y a plus de divergences que de convergences. Oui. Dans la mesure où la démocratie gouvernante préconise que tout soit fait à partir de la base. Et l'élection à la base ne se fait pas sur base de
Puisque vous parlez des élections, parlons justement oui, de cet aspect. des ingrédients tels Oui. que nous les connaissons aujourd'hui, Oui. avec une propagande sur un fond de corruption, un fond de clientélisme, de l'ethnicité et autres. D'ailleurs, les élections se faisaient à main levée. À main levée. Alors, à ce moment-là, les gens qui pouvaient se considérer ou qui prétendaient pouvoir briguer un mandat politique à un niveau des CPP ou un autre, au niveau local, au niveau provincial ou autre. Oui. Parce qu'on a vu les Oui. élections de gouverneurs Oui. au niveau de différentes provinces. Et on demandait à tout le monde qui sont pour ces candidats à ces postes. Dans des meetings populaires. Dans les meetings populaires, devant Ouais. tout le monde. Il y avait Transparence oblige. transparence. Et il n'y avait donc pas lieu de corrompre ou de tricher ou d'agir de n'importe quelle manière que ce soit. Non, c'était vraiment transparent. Alors, maintenant, la démocratie occidentale, vous le savez, c'est type... bon, c'est un peu dur, mais je vais utiliser les termes imposture. Ce sont les députés qu'on élit qui, en fait, se considèrent comme étant les représentants du peuple. Mais en fait, ils parlent au nom du peuple, mais ils ne représentent pas vraiment le peuple. Comment? Ils ne les représentent pas parce qu'ils travaillent pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Une fois élus... Mais ils se font appeler représentants du Tout peuple. à fait, mais ils oublient vraiment ces peuples-là après élection. Ils attendent les nouvelles échéances électorales. Vous voulez appuyer ce que vous dites par des exemples, professeur? Mais oui, Oui. j'étais avec un certain nombre de gens. Nous sommes tout le temps avec la population à la base. Oui. Nous apprenons des propos comme celui-ci. Cette fois-ci, on ne va pas voter pour un tel. Parce que depuis qu'il a été élu, il n'est jamais revenu ici. À la base. Là où il est allé prendre le pouvoir. savoir comment nous sommes, comment nous vivons, quels sont nos problèmes. Ça ne l'intéresse pas du tout. Ça, c'est la démocratie à l'occidental. Oui. Mais la démocratie directe, qui est une démocratie gouvernante, parce que les CPP, c'est les peuples qui gouvernent. À ce moment-là, le peuple élit un dirigeant et il est destituable à tout moment. Quand le peuple Donc le peuple avait la possibilité Oui, de destituer un représentant à au n'importe cas quel où moment. celui-ci ne répondait plus aux attentes oui. de la base. Voilà. Et il rendait réellement compte au peuple. Mais ici, ce n'est pas cela. On ne se sent pas redevable. On ne se sent pas tout à fait redevable. C'est ce que vous dites aussi, professeur Lungadjo. Bien sûr que oui. Oui. Prenons une image au niveau d'une assemblée des représentants. Oui. Avant une décision. Le débat peut être très houleux. Les questions débattues peuvent être toutes pertinentes. Mais comment les choses se déroulent-elles? Pour la plupart du temps, ce ne sont pas ces représentants-là qui arrivent à se fixer sur les vraies décisions à prendre. Ils recourent toujours à leurs partenaires en parti politique qui soient en dehors. Ce sont les états-majors de ces partis politiques qui initient la plupart d'actions de ces représentants-là. Pour nous, la conséquence serait quoi? Oui. Ce n'est plus de la démocratie. C'est plutôt de la patricratie. Les partis, le pouvoir des partis politiques. C'est ça. Et Mais- non pas... Professeur, Oui, madame. nous sommes à l'ère de la forte décentralisation. Il y a eu démembrement des provinces. Il y en a plus. N'est-ce pas le besoin de rapprocher le gouverné des gouvernants? Ça ne peut pas répondre quelque part aux besoins ou encore à la philosophie des musées? Pour Musée, la politique devrait se faire dans l'union de la pratique avec la théorie. Oui. En d'autres termes, dans l'union de ce que vous appelez là, ce peuple avec les dirigeants. Mais pour le cas d'espèce, cette union est absente. Prenons une image. Dans un système d'oppression,
d'une part, nous avons les oppresseurs, de l'autre, nous avons les opprimés. En un langage simple. Dans une jungle, nous avons d'un côté les carnivores et de l'autre les herbivores. Est-ce que le mariage est possible? Non. Il va falloir que les herbivores puissent s'organiser de telle sorte qu'ils ne soient jamais dévorés par les carnivores. Et que les carnivores aussi s'engagent à se déspécialiser. Je dis bien déspécialiser. Pour qu'ils cessent de digérer les choses en carnivores. Que des fois, ils arrivent à avoir des penses de herbivores. Pour Musée, en fait, aussi bien la décentralisation qu'on sort ne pouvait pas se retrouver dans les CPP. Parce que déjà, les décisions se prenaient au niveau de la base. Et on pourra bien décentraliser quoi? Les gouvernements locaux? Les assemblées locales? Non. Mais tout se faisait de sorte que l'instance centrale des CPP, qui ne soit pas, d'après ce que l'on laisse entendre, le directoire, mais le congrès général du peuple, qui sélectionne des grands problèmes non résolus au niveau de la base pour une nouvelle orientation. Parce que pour lui, avec les CPP, on écourterait les retards que nous accusons depuis lustre. 15 ans aujourd'hui. Oui, depuis lustre de pays qui se disent aujourd'hui très développés. C'est un peu ça. Alors, bon, enfin, Oui. allez-y comprendre, la décentralisation répond à un système Oui. que Musée, de manière radicale, cherchait à revisiter. Oui. Voilà. Oui, Kaïko Moumba. Oui, merci beaucoup César. Je voudrais en fait ajouter aussi quelque chose sur les élections. Oui. Nous parlons élections. Même cette année ici est qualifiée de l'année électorale dans plusieurs pays d'Afrique, Justement. y compris le nôtre. Oui. Les élections avec le CPP, bien que c'est devenu une histoire, mais c'est toujours présent dans l'esprit des Congolais, le CPP. Avec le CPP, les élections s'organisaient d'une manière transparente. Et ça vous coûtait combien, si je peux parler? Ça ne nous coûtait pas tellement cher. Oui. C'était presque un petit rien là. D'ailleurs, on n'arrivait même pas à $500. Les $500 ici, c'est beaucoup. Là, vous parlez au niveau C'était local. au niveau local. municipal, C'est au niveau au local. niveau provincial. C'est au niveau Au local. niveau local. Oui. Nous avons organisé ces élections à main levée et même avec Moussé, je vous donne un exemple, comment a été élu le professeur Lokombe Oui. Le professeur Lokombe. comme gouverneur de Maniema. Vous le savez très Même à bien. Bukavu, c'était la même chose. À Bukavu, la À même chose. Kisangani. Wale Lufungula qui est là-bas, vous le connaissez. C'est à main levée. Transparence totale. Il n'y a pas de choses cachées, non. Il y a un parti politique qui envoie les gens. Il y a Il y a des personnes cooptées quelque part. Oui. Il n'y a pas de recommandations dans les CPP. Et la foule était unanime. La foule était unanime. C'est le peuple qui choisit librement. Pendant l'exercice de tes fonctions, si on te trouve que on te débarque. Et librement aussi. Et les gens discutaient, comme le professeur Longandio l'a dit, les débats devenaient houleux si les sujets du jour est très important et parfois même dans les chocs d'idées là, vous voyez, on trouve une solution à l'extrême. Et oui, arrêtons tous ici, on s'arrête. Et on trouvait la solution. Donc les élections, il y avait transparence, il y avait liberté, tout se faisait. Et c'était moins coûteux. Normal, et très moins coûteux que ce qu'on organise aujourd'hui. Les élections ici, excusez-moi de dire les élections. Et vous parce êtes que député. Je suis dans le langage des musées maintenant. Oui. C'est Musée qui le disait. Vous savez, Musée, avec le système des choses nous léguées,
part à les autres là que vous connaissez, qui nous ont légué les systèmes. Pour lui, il fallait revisiter tout ça. Parce que ça n'amenait pas le peuple au bonheur. Au contraire, cela maintenait le peuple dans la misère. C'est pourquoi le professeur Longandio parle des opprimés, il parle des oppresseurs. Effectivement, c'est le langage des musées aussi. Au fait, à vous entendre parler, hein, n'est-ce pas, vous savez que l'actualité au niveau de notre pays, c'est le dialogue, n'est-ce pas, le dialogue pour un processus électoral apaisé. Mais à vous entendre parler, quand vous parlez justement des élections telles qu'elles s'est déroulées à l'époque des CPP, c'est comme si vous avez quelque chose à apprendre. Non, je vais en venir, Max. Oui. Je voudrais compléter Oui. la maman sur la décentralisation, Oui. sur le découpage. En fait, la vérité, c'est quoi? Vous parlez des rapprochements des gouvernés aux gouvernants, Oui. du gouvernant au gouverné. Mais dans les CPP, qui est gouvernant et qui est gouverné? Dans les CPP. Dites-le-nous. Dans les CPP, c'est le peuple qui gouverne. Et qui définit seul ses besoins qui C'est amène le au peuple décideur. lui-même qui définit ses besoins. C'est le peuple lui-même qui connaît comment son peuple est là. Ses membres souffrent. Et ce n'est pas quelqu'un qui vient d'ailleurs à des milliers de kilomètres pour dire non, moi je viens vous aider, prenez, mais je ne sais pas combien d'argent. Non, le peuple dit ici, par exemple, nous sommes à Kinshasa. Oui. La route est là, Mokali aujourd'hui. Peut-être vous avez déjà La route été Mokali. là avant la route Mokali. Oui. Cette route-là avait posé plusieurs problèmes avant les événements actuels. Et le premier à chercher à arranger cette route, c'était le CPP. On avait évacué les immondices. C'était plein d'immondices. Le peuple lui-même, en tant que gouvernant. Mais la décentralisation, aujourd'hui, s'approche à cette méthodologie, nous laissons par nous avec les CPP. Mais cela ne signifie pas qu'on fait la même chose que les CPP. Non. C'est-à-dire on tente d'y arriver avec la décentralisation. Oui. On tente d'y arriver. Quant au problème, j'attaque le problème de dialogue. Oui. Les En fait, on voulait dialogues parler justement des entre élections. nous, Congolais. Oui, les élections. Les élections, en fait, nous ne pouvons pas y aller en ordre dispersé. Le chef de l'État a bien pensé. Parce que les élections demandent d'abord l'unité entre nous, La cohésion. la cohésion nationale. Nous devons être en cohésion. Nous devons parler un même Nous langage. devons parler, même celui-là qui ne nous supporte pas, nous devons parler avec lui. C'est ça le dialogue. Et le dialogue ne signifie pas que quand vous allez au dialogue, vous amenez votre colis de problèmes, que vous devez rentrer avec la solution à tous ces colis de problèmes. Mais non, vous allez laisser d'autres. C'est le compromis qu'on a trouvé, même La à recherche du dont compromis. elle a parlé. Oui. Il doit y avoir un compromis là-bas. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui vont au dialogue pour croire que non, tout ce que nous nous amenons, c'est ça la vérité. Ok. Et ça doit être... Ok. Puisque nous parlons des élections, il y a un aspect très important, mais qu'on a semblé éluder, on est passé vite vraiment, c'est sur le financement. Le financement des élections. Vous savez, par exemple, pour ce qui nous concerne, actuellement, on parle d'un montant astronomique. 1 milliard 200 millions de dollars pour organiser les élections de la base au sommet. Local, municipal, provincial, législative et présidentielle. Mais à l'époque des CPP, dites-nous un peu, comment est-ce que vous étiez en train d'organiser les élections au niveau des communes, au niveau des territoires, au niveau des rues, n'est-ce pas? Avec quels moyens? Combien à peu près? Puisque vous étiez au sommet. Max, je voudrais vous dire, en revenant toujours sur le concept de l'autoprise en charge. Oui. Vous savez, aujourd'hui, l'autoprise en charge, tel que cela est claironné un peu partout, il s'agit là de l'autoprise en charge individuelle. Chacun peaufine un plan, comment il peut sortir de la crise, comment il peut trouver une solution qui lui convient pour se maintenir en vie et tout ça. Mais dans les CPP,
l'autoprise en charge était vue d'une manière collective. Donc j'insiste, je l'ai déjà dit, mais j'insiste pour dire que c'était ensemble qu'on cherchait à se développer. Alors concernant les élections justement, Oui. la même logique de l'autoprise en charge était en marche. On n'avait pas besoin de milliards pour organiser des élections. On a dit ici que les élections étaient très simples et cela se passait à main levée. On n'a pas besoin de mobiliser. Ici, on a besoin de tant de milliards pour organiser les élections parce qu'il y a des combines, il y a des choses. Mais est-ce que vous pensez pour les élections présidentielles, par exemple, Oui. on peut organiser comme ça des élections partout à main levée, dans chaque province, dans chaque territoire, pour l'élection du président de la République? Écoutez, Oui. au niveau local, par Oui. exemple, au niveau local, ça c'était possible. Voilà. Mais il y a des échelons. On vous a dit ici que au niveau des CPP, il y a des échelons. Oui. Au niveau supérieur, ce n'est pas à main levée qu'on pouvait faire ça. Vous voyez, là, il y a un minimum d'organisation qui devrait être fait pour pouvoir arriver à élire un président de la République. Oui. Mais le peuple était suffisamment mûr pour savoir qui, parmi tous les candidats, reflétait le mieux les aspirations du peuple. Et le peuple n'avait pas besoin qu'on vienne lui dire voici des t-shirts, voici des casiers de bière, voici ceci ou voici cela, voici un candidat. Non, c'est sur base des projets des sociétés. Et les CPP, c'était un projet des sociétés qui était accepté par le peuple. Oui. Alors, si on peut parler rapidement en termes de résultats, n'est-ce pas? Vous avez Oui. eu à gérer les CPP. Je vois un peu l'honorable Kaiku Mwemba dans la ville de Kinshasa ici. C'était lui, Oui. le secrétaire provincial, Oui. n'est-ce pas, des CPP. Alors, sur le plan des résultats, Oui. vous pouvez nous parler de quelques résultats récoltés justement à l'époque de CPP, que ce soit au niveau des communes comme au niveau des instituts supérieurs et universités. Bien. Oui, En termes de résultats, oui, les CPP ont existé dans le Katanga. Un comité conduit par le feu camarade Songamele a été dans le Katanga. oui, Et tous les Katanga, de villages, pour ce qui concerne les communautés rurales, et des rues, pour ce qui concerne les villes. Tout le Katanga a été organisé en CPP. Le Kasaï occidental, moi-même j'étais présent à Tchimboulou, à Tchikapa oui. ou à Kananga. Mais le résultat, professeur, Les résultats, ce sont des milliers, oui, des dizaines de milliers de gens qui ont adhéré Oui. d'abord à cette première expérience, jusqu'au niveau des communes. qu'est-ce qui a été fait, par exemple au niveau de communes, M. Kaiku Mwemba? En quelle matière? On peut citer un cas, à l'IEC par exemple. Oui. Il y a eu ceci, Oui. camarade Oui. César, les résultats très positifs avec les CPP. Après avoir Parlons-en. mis les comités sur place, ils ont répertorié leurs besoins. Je vous donne le cas à l'IPEN, à l'IEC, à l'UNIKIN. Oui. Dans le même cadre, après avoir mis ces comités-là, ils ont eux-mêmes étudié et vu que non, les difficultés que nous avons, ce sont les auditoires. L'IPEN s'est mis à travailler. Et ils ont construit l'auditoire. Jusqu'aujourd'hui, cet auditoire existe. est là, existe. À l'ISC, ça existe. Et à l'UNIKIN, c'est en construction. C'est les résultats des CPP. Jusqu'aujourd'hui, qu'on ne s'est pas oublié. Donc, Voilà la population, concrète. Voilà. la population qui s'implique pour apporter des solutions à ses besoins. Maintenant, je voulais savoir comment, comme une cohésion consciente des masses, comment les CPP aujourd'hui, si elles existaient, et s'ils existaient, comment pourront-ils s'impliquer dans les élections? Le professeur a dit qu'avec ainsi, on peut changer beaucoup de choses. Oui. Il y a aussi un Français qui a dit avec ainsi, on mettrait Paris dans une bouteille. Heureusement, vous dites vous-même avec ainsi. Mais avec ainsi, les CPP actuellement, on peut faire un bon. Oui. De Alors, l'état actuel,
à l'amélioration. Voilà, cela nous amène justement à parler de perspective rapidement dans 2-3 minutes et nous allons clôturer cette émission, n'est-ce pas? Alors, Oui. Puisque nous venons de parler de CPP, n'est-ce pas? Selon vous, est-ce que le CPP peuvent encore renaître dans ces pays et ne pas créer ombrage aux partis politiques? Est-ce que le CPP peut encore fonctionner dans ces pays? Et bien sûr. Professeur Longadjo. Oui. Oui. Vous avez votre micro, professeur Oui, Longadjo. mon micro, c'est Oui. vrai. Les CPP n'ont jamais constitué un ombrage. Jamais. Ni dans sa nature, dans son fonctionnement, comme dans son organisation. Les partis politiques qui ont existé à l'époque se sont déployés sans que les CPP bouchent leurs perspectives. Mais, pour le moins que l'on puisse dire actuellement, nous devons éviter les si. Oui. Dans la Vous avez perspective, dit nous pouvons formuler pleinement une revendication. Comment Que le faire? l'injustice faite au CPP soit levée. L'injustice faite au CPP doit être levée. Pour quelle raison est-on arrivé à la suppression des CPP? Vous Je pensez comprends pas? que les CPP Oui. étaient supprimés à la suite d'un accord, Oui. quelque part. Il y a eu un compromis Oui, politique. pourquoi? Parce que Oui. les belligérants à l'époque ne connaissaient pas réellement la vraie nature de ces CPP. Justement, il vous appartient d'expliquer aujourd'hui, justement, 15 ans après, Oui, il faut apporter la bonne information c'est pour à dire. l'opinion. Oui, n'est-ce c'est pas? pour dire que les CPP n'ont jamais agressé qui que ce soit. Aucun parti politique ne s'est écrié avoir été victime Oui. d'un comportement des CPP. Aucun. J'ai aimé le verbe là, agresser. Oui, oui, professeur. Oui, Max, je peux ajouter à ce que vient de dire mon ami Edouard. J'aimerais vous rappeler que j'étais le rapporteur général Oui. du directoire national des CPP. Et malheureusement, si j'avais su, je pouvais vous amener, vous lire la réflexion du président de la République actuel sur les CPP. Il nous a mis devant une situation, il nous a demandé, il a créé un groupe de travail, un groupe de réflexion, pour voir quel serait le destin des CPP. Que voulions-nous que les CPP deviennent au vu de nouveaux paysages politiques actuels. Et nous étions en train de réfléchir là-dessus. Et en aucune manière de tous ces débats, il n'a jamais été dit que les CPP constituaient un handicap pour le fonctionnement des partis politiques. Les CPP se définissaient toujours comme une stratégie de développement. Voilà. Et qui pouvaient bien survivre, qui pouvaient bien exister, coexister avec les partis politiques. N'eût été la pression qui a été la nôtre, ou disons la nôtre, c'est-à-dire nous, le peuple congolais en général, à l'issue des travaux de Sun City, où on n'a pas compris la vraie nature des CPP, on pouvait tout simplement considérer les CPP comme une institution étatique qui fonctionnerait à part ou à marge des partis politiques qui existaient. Et ça ne générait absolument personne. Mais évidemment, on a cru que les CPP, on a voulu l'assimiler facilement au défunt parti État, et facilement on a fait des rapprochements qui en fait n'en étaient pas bon, évidemment, c'est ça. Oui, professeur Longadjo, votre mot à ce sujet? À ce sujet, comme il vient de le dire, au juste, le CPP visait une révolution de la territoriale. Oui. Le décret-loi qui l'organise prévoit en ce dernier article que ce serait pour remplacer l'ancienne territoriale, qui était une territoriale
conçu et organisé à la formule coloniale de diviser pour régner. Allez-y comprendre. Dans aucun territoire du pays, il y a une accalmie. Dans les frontières, il y a toujours des conflits à gauche, à droite. Mais avec le CPP, et nous l'a bien pensé, il y aurait moyen de remplacer la territorialité après son organisation actuelle par l'organisation CPP de la territoriale. Alors, à ce moment-là, aucun parti politique, aucune ASBL, aucun syndicat ne peut trouver de quoi redire sur cette nouvelle formule-là. L'honorable Kaï Komumba. Le CPP ne gênait aucunement les partis politiques, même les ONG. Non, pas même les syndicats, parce que le CPP était une stratégie du développement. Tout le peuple congolais a besoin d'être développé. Qu'il s'agisse de ceux qui ont des partis politiques, qu'il s'agisse de ceux qui n'ont pas de partis politiques, mais ils se battent pour le développement. Et la solution, c'est le CPP. Et ceux qui ont voulu et qui ont cru même que le CPP c'était un parti unique, parce qu'ils sortaient fraîchement d'un parti État qui les avait gouvernés des années, alors ils ont transposé ça sur le CPP. Et pourtant, il n'en était pas le cas. Voilà. Le CPP n'était pas un parti unique. Non, c'était une stratégie de développement. Vous comprenez? Bien, merci, chers téléspectateurs. Vous venez de suivre ce débat autour justement de l'héritage de la philosophie politique de M. Laurent Désiré Kabila. Et les intervenants ont insisté sur l'expérience des comités de pouvoir populaire. Si vraiment on doit considérer le CPP comme étant une stratégie de développement, eh bien, nous nous posons la question de savoir en quoi ça générait pour que le CPP puisse... comment dirais-je, renaître aujourd'hui. Mais je crois que c'est un débat, le débat est lancé et il vous appartient justement d'intervenir pour apporter vous aussi votre contribution dans ces débats combien intéressants, n'est-ce pas? Nous remercions nos intervenants, professeur Wingenga, professeur Longanjo, honorable Kaï Komumba, pour avoir répondu à notre invitation. Et pourquoi aussi ne pas remercier notre consoeur Persévérance Ndege qui était avec nous dans l'animation de cette émission. Encore une fois, merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Laurent Désiré Kabila, nous ne t'oublierons jamais.